bienvenue donc, pour ce nouveau numéro de Euromag. Euromag, bien sûr, c'est un programme qui présente la communauté européenne d'origine maghrébine, qui porte sa voix sur Beurre TV. Beurre TV, la chaîne de la diversité. Et aujourd'hui, à partir du Parlement européen, nous recevons une personnalité haute et symbolique, qui est Madame Isabelle Durand. Bonjour. Vice-présidente du Parlement européen et membre donc, du groupe des Verts. Alors aussi, bien sûr, notre invité aujourd'hui est chroniqueur, M. Habib Ben Safi de la radio internationale algérienne. Bonjour. Alors, M. Habib Ben Safi, la semaine dernière, on a eu beaucoup de retours par rapport à la Syrie. Oui. D'ailleurs, des gens ils demandent est-ce que vous avez été financé par la sœur de Bachar el-Assad. Je rappelle, oui. Il défendait par rapport au gel. Je ne défendais pas, je posais la question où vont les avoirs quand on les a gelés. Voilà. C'est pas la défense de Mme Bachar el-Assad, je dois le préciser. La question est l'Union européenne et l'Occident de manière générale, comme sanction, pratique le gel des avoirs, très bien, mais par après, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ceci, donc, on vous invite à nous suivre sur le site, sur la page Facebook aussi, Beurre TV Belgique. Pourquoi Beurre TV Belgique? Parce qu'aujourd'hui, Beurre TV s'adresse au monde entier. Aujourd'hui, Beurre TV est disponible sur le satellite Nilsat. Donc, nous allons du Maroc à Doha, mais aussi nous sommes sur les réseaux en France. Et aujourd'hui, nous avons la prétention de vouloir s'intéresser au marché francophone, en Belgique, bien sûr, ce marché francophone, au Canada et bien sûr à tous les pays qui pratiquent cette langue. Cette belle langue qu'est le français. Alors, Habib, commençons directement par la chronique. Ok. Bonjour. Donc, deux événements de ce nouveau siècle ont chamboulé la donne internationale le 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008 qui a été un révélateur des manquements et des lacunes dans la gestion des deniers publics. Le 11 septembre 2001 a introduit la suspicion à outrance du citoyen, dans les aéroports surtout, mais également dans les grandes institutions. La suspicion du citoyen est devenue la règle qu'à cela ne tienne. Les citoyens se sont résignés à ces inconfortables contrôles de sécurité qui, dans bien des cas, sont inutiles et quelquefois stupides, comme par exemple l'interdiction des migrants lors de l'embarquement, alors que la crise financière a eu plus d'impact sur la vie des citoyens, ajoutant à cela les difficultés d'adaptation des citoyens européens à la monnaie unique européenne. Et vous constaterez que le citoyen a bien des raisons de suspecter ses dirigeants sur la bonne gestion des affaires publiques. Mais même si les citoyens européens ont des reproches à faire à leurs dirigeants, ils ont bien conscience que les politiques font des efforts pour trouver les meilleures solutions. Et d'ailleurs, on peut mettre à leur crédit qu'ils ne confondent pas bien privé et bien public, ils ne confondent pas banque nationale et banque personnelle, ils ne confondent pas richesse naturelle et richesse familiale, comme c'est le cas dans bien des pays africains. On peut bien entendu mettre sur le dos de la colonisation bien des conséquences désastreuses, mais cela ne déresponsabilise pas les pays africains de leur mauvaise gouvernance. En effet, les pays africains ont ceci de particulier, la mauvaise gouvernance, dont les mots les plus courants sont bien entendu la corruption, la mauvaise gestion, les malversations et l'incapacité à élaborer une stratégie à long terme. On est toujours dans le court terme, je dirais le très très court terme. L'avènement des outils de communication modernes permet pourtant aujourd'hui à tous les pays du monde d'avoir l'information en temps réel et de pouvoir répondre aux nouveaux défis qui se présentent. Et le contact est permanent avec les pays riches. Et pour preuve, les différents sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine. D'ailleurs, le prochain aura lieu au début du mois d'avril et va traiter du thème « Investir dans les personnes, la prospérité et la paix ». Les participants discuteront de différents sujets tels que l'éducation, l'apprentissage, les femmes et la jeunesse, la migration légale et illégale entre les deux continents, les moyens de stimuler la croissance et la création d'emplois, la paix ou encore l'amélioration du soutien européen en Afrique pour les questions de sécurité. Les précédents sommets se sont tenus au Caire en 2000, à Lisbonne en 2007 et à Tripoli en 2010. Y a-t-il un suivi? Si oui, quels en sont les résultats? Alors que l'on constate que l'Afrique est de plus en plus confrontée à des guerres fratricides et des crises à répétition. Les dirigeants africains peuvent-ils répondre à ces défis? Et là, je me tourne bien entendu vers Mme Durand, qui est membre de la commission paritaire, de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, pour lui demander est-ce que vous voyez des évolutions dans l'approche générale de vos collègues africains? Alors d'abord, il faut bien repréciser que l'Assemblée paritaire, ce sont des parlementaires. Donc on n'est pas entre gouvernants, on est des parlementaires européens d'un côté et de l'autre des parlementaires des différents pays africains concernés ou des Caraïbes.
Et donc c'est vrai que c'est un dialogue, un lieu de rencontre, un lieu de débat. Je pense que c'est très important, ne fût-ce que pour se connaître ou sentir d'un peu plus près la situation des uns et des autres. Mais je dois reconnaître que souvent, c'est même un peu étonnant, ce sont les parlementaires européens qui montent au créneau, par exemple, pour défendre des agissements ou se lutter contre des agissements de grosses multinationales en Afrique. Alors qu'on pense, ou on pourrait penser, que ce seraient d'abord les parlementaires africains qui devraient monter, par exemple, pour pointer du doigt les comportements d'une grosse multinationale. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est évidemment lié à ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que pas mal de ces parlementaires africains qui sont là, et avec tout le respect que je leur dois, bien entendu, sont baignés dans un bain politique qui est un bain dans lequel on conteste. On n'est pas tellement dans un projet de long terme, de développement entre guillemets endogène, c'est-à-dire qui se fonde sur les ressources locales, les producteurs locaux, qui essayent de, je dirais, avoir un projet agricole qui soit de l'agriculture familiale et paysanne pour nourrir d'abord son peuple. Non, on est parfois dans d'autres types de développement. Et d'ailleurs, les Européens ne sont pas pour rien là-dedans, ni d'ailleurs le restant du monde, puisque tout est fait pour ouvrir les marchés à tout prix et pour, dans certains cas d'ailleurs, faire de l'accaparement des terres, y compris des terres agricoles, pour nourrir à bon prix les marchés internationaux. Et donc c'est vrai que nous avons dans notre relation avec les Africains, autant entre les parlementaires, je pense que les relations sont bonnes et intéressantes, autant, je dirais, dans les grands mouvements structurels entre l'Union européenne ou les marchés internationaux et l'Afrique, il y a toujours une logique de prédation, je le pense vraiment. Madame Durand, justement, en parlant de l'Afrique, je reviens dessus, on parle de différentes Afriques. On parle d'une Afrique francophone, on parle d'une Afrique anglophone, et puis vous me citiez il n'y a pas longtemps une Afrique portugaise. Lusophone, oui. Lusophone. Oui. Quand vous rencontrez ces parlementaires-là, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment cette relation avec l'Europe qui est totalement différente entre ces différentes parties ? Oui, les relations sont un peu différentes entre ceux qui ont eu par le passé des relations coloniales, que ce soit par la langue, et c'est vrai pour les francophones avec la Belgique, pour ce qui est des pays comme le Congo, le Rwanda, le Burundi, mais le Mali, l'Afrique de l'Ouest pour la France. C'est vrai que ça tisse des relations différentes. Alors elles ne sont pas nécessairement ni bonnes ni moins bonnes, mais elles sont différentes et qu'il y a peut-être une plus grande spontanéité ou proximité quand on discute, d'abord dans la même langue, et d'une histoire ou d'un patrimoine historique aussi critiquable qu'il soit, mais que l'on connaît et qu'on a en partage. C'est différent avec, par exemple, je parlais des lusophones, donc les pays où on parle portugais, les colonisations portugaises du Mozambique ou de l'Angola, ont entretenu une relation beaucoup plus décomplexée avec leur ancien colonisateur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'Angola et le Mozambique, il y a maintenant aujourd'hui des jeunes Portugais qui vont travailler à Luanda parce que c'est le miracle économique, alors que le Portugal va mal. C'est donc un peu, je ne vais pas dire la colonisation à l'envers, mais enfin, c'est le gant qui se retourne. Et donc la relation entre les Portugais du Portugal, les Portugais ou ceux qui parlent portugais dans les pays d'Amérique latine ou les Africains du Mozambique ou de l'Angola sont très différentes des relations entre les francophones français et le Mali, ces pays-là, ou les francophones belges avec par exemple le Congo. Donc venons-en à la fin de votre, de votre mandat. Quels ont été donc les résultats les plus positifs justement dans ces relations ? Et quelle est votre vision de ce sommet qui arrive? Parce que donc ce sont des présidents qui arrivent, ce ne sont pas des parlementaires comme habituellement. Et quel va être le message que vous pensez qu'on devrait donner justement vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui? Mais écoutez, paradoxalement, il s'est passé quelque chose qui n'a pas directement à voir avec les pays d'Afrique centrale ou d'Afrique subsaharienne, mais qui a une grande influence sur eux, c'est les printemps arabes. Et le fait que les régimes aient changé dans ces pays de la Méditerranée, que ce soit la Libye, la Tunisie ou l'Égypte, et avec ce qui s'y passe aujourd'hui, ça aurait pu, je dirais, complètement transformer nos relations entre les Européens et les pays d'Afrique subsaharienne, parce que ces pays du nord de l'Afrique étaient ceux qui étaient censés, dans les régimes précédents, d'ailleurs on leur donnait de l'argent pour ça, de garder les subsahariens chez eux. Gardez-les chez vous, on fait des accords de réadmission, on vous paye pour ça, et vous, même si vous êtes un peu des dictateurs, c'est pas très grave, enfin je schématise, voilà, vous nous empêchez ou vous repoussez les hordes de subsahariens. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait, ce qu'on ne fait pas bien, en fait je ne pense pas que l'Union européenne fait ça bien pour le moment, on devrait retisser de nouvelles relations avec ces pays du nord de l'Afrique, justement pour avoir une autre manière de fonctionner sur la question des migrations, et y compris des migrations des subsahariens.
Je pense que les subsahariens aujourd'hui, parce que je dirais la partie méditerranéenne a sauté, on sait aussi, et on sait bien que la crise au Mali, et peut-être même en Centrafrique, n'est pas complètement sans rapport avec la circulation d'armes, avec la circulation de toutes sortes de bandes diverses, je dirais des bandes armées, des bandes... Bon, il y a de tout là-dedans. Mais donc aujourd'hui, on a une situation qui est très liée entre ce qui s'est passé il y a 3 ans avec les printemps arabes et ce qui se passe juste en dessous, si je peux dire, c'est-à-dire dès qu'on passe la frontière du Sahel. Et donc cet événement-là a vraiment changé ou a transformé les situations, y compris dans des situations dramatiques, si on prend la Centrafrique par exemple, des situations de pré-génocide, voire peut-être même déjà de génocide partiel. Et donc ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Habib, la semaine prochaine, donc, ces dirigeants nord-africains, mais aussi Sud-Afrique, de l'Afrique entière, je dis, seront là. Il y a des partis qui commencent à se plaindre que l'Europe ferme les yeux. Par exemple, aujourd'hui, donc, il y a eu une réaction américaine par rapport à une condamnation à mort de 586 personnes, des pro-Morsi, en Égypte, en 48 heures. Tu as fait une chronique justement par rapport à ça. En fait, il s'agit de 529 personnes qui ont été condamnées à mort pour différentes raisons, violence, etc. Et donc là, il y a une réaction habituelle, d'ailleurs, je dirais habituelle, de Mme Ashton, qui a condamné, qui appelle l'Égypte à revenir sur ses décisions, ou du moins à permettre à ces 529 personnes, il faut rappeler qu'il y a seulement 153 personnes qui sont détenues, les autres ils sont en fuite, de leur permettre d'avoir accès soit à leur famille, soit aussi à une défense, disons, appropriée, donc avoir droit à des avocats, etc. Mais est-ce que c'est suffisant d'appeler le régime égyptien pour l'instant à revenir sur une décision? Je ne pense pas que le fait que Mme Ashton appelle ou est triste, dit qu'elle est triste ou qu'elle condamne, va pouvoir influer sur les choses. Je crois qu'il faut une réaction beaucoup plus ferme que cela pour demander à l'Égypte de respecter les droits de l'homme et de revenir sur ce genre de décision. Parce que là, il s'agit de mort et il s'agit de condamnation à mort. Et ça, alors, Madame Durand, vous parlez de migrants. On a parlé des migrants, du Sahel africain, qui aujourd'hui, justement, il y a entre les différents pays du Maghreb déjà, beaucoup de mésententes. Vous savez, au sud de l'Algérie, il y a 30 000 réfugiés maliens. Et on n'en parle pas beaucoup. On sait très très bien que la France a libéré, puis est repartie, Les problèmes sont toujours là. Il y a des nappes phréatiques très très importantes et donc il y a une guerre de l'eau qui se passe. Mais j'ai une réaction vis-à-vis de la Syrie, car il n'y a pas longtemps, il y a eu entre l'Algérie et le Maroc un conflit. Il faut savoir que l'Algérie, quand il y avait eu les problèmes avec la France, la France avait exilé des Algériens, donc notamment l'émirat d'El-Kader à Damas, et donc il y avait un lien de fraternité. Cette fois-ci, le Maroc a soulevé en disant que des réfugiés qui étaient chez elle ont voulu passer en Algérie et étaient renvoyés au Maroc. L'Algérie, bien sûr, s'est soulevée en disant « Nous accueillons nos frères syriens », mais de l'autre côté, il est vrai que pour le Maroc, pour l'Algérie, le problème de ces réfugiés syriens se pose. J'ai entendu une phrase que vous avez dite, c'est « Vous avez presque honte de la Belgique ». Pourquoi ? Je pense que l'Union européenne, dans le cadre de ces réfugiés-là, c'est-à-dire de ces millions de réfugiés syriens qui sont massacrés par leurs dirigeants dans un conflit qui est devenu complètement chaotique, c'est vrai, avec une série de factions sur le terrain, néanmoins, je pense que l'Union européenne ne fait pas sa part. Et les millions de réfugiés pèsent sur la vie économique, sociale, politique au Liban, en Jordanie, un peu en Turquie, qui est un plus grand pays et qui a peut-être plus d'assises pour assumer, mais en tout cas en Jordanie, au Liban, ce sont des pays fragiles économiquement, fragiles politiquement, qui comptent très fort dans la région. Et donc le fait de fermer les yeux et simplement de payer pour qu'on fasse des camps à Zaatari ou ailleurs, ou au Liban, il n'y a pas de camp, là les gens sont accueillis, entre guillemets, un peu, un peu n'importe comment, d'ailleurs, et dans une très très grande difficulté pour les Libanais, je pense que ce n'est pas sérieux. Et les Européens prennent une goutte dans l'océan de ces réfugiés, alors que certaines dispositions européennes le permettent, c'est-à-dire d'activer ce qu'on appelle la protection temporaire, et qui permettrait, pour
pour l'ensemble des pays européens de tous accueillir temporairement un certain nombre de réfugiés syriens de manière à soulager la charge sur les pays voisins. Et donc je trouve que là, moi je ne suis pas fier de ce que nous faisons à l'échelon européen. On paye, on donne de l'argent pour les garder quelque part, mais les garder quelque part, vous parliez des problèmes de la nappe phréatique au Sahel, mais les questions de nappe phréatique se posent également au Liban par exemple ou en Jordanie, où le problème du camp de Zaatari par exemple, c'est que on a créé une ville, quasi une ville de presque 100 000 habitants dans un endroit où tout d'un coup la pression sur l'eau, sur les déchets, sur la santé, sur l'environnement n'était pas du tout prévue, c'était une zone désertique. Ça devient un vrai problème pour tous les autres habitants. Et donc on finit par créer des situations d'opposition entre, pourtant ils accueillent leurs frères, mais entre les frères entre eux, les frères syriens et les frères jordaniens ou les frères syriens et les frères libanais. Et donc je pense que dans ce sens-là, les Européens ne prennent pas leur part. Et je ne suis pas très fier de notre façon de porter ou de participer à cette... Déjà qu'on ne parvient pas à intervenir adéquatement parce qu'il y a la Russie, parce qu'il y a la Chine. On n'a pas voulu d'intervention militaire au tout début, on aurait pu, quand je dis intervention militaire, je veux dire soutien, ou qu'on aurait pu donner un soutien, y compris de la défense anti-aérienne ou des zones d'exclusion aérienne, dans les tout premiers temps aux démocrates syriens qui voulaient se libérer de leur régime, comme ça a été le cas en Tunisie ou ailleurs. On n'a pas fait pour des raisons diverses, parce qu'on pensait que ça allait déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, la région est complètement déstabilisée. Il y a une armée étrangère, il y a le Hezbollah soutenu par l'Iran qui est présent sur place. On a la Russie et Poutine qui, évidemment, jouent le soutien au régime de Bachar el-Assad, aidé par la Chine, et donc pas de possibilité d'avoir quoi que ce soit comme accord au Conseil de sécurité. Donc on n'arrive déjà pas à avancer là-dessus. La solution politique n'avance pas non plus parce que Genève 2 n'a rien donné. On ne parvient même pas à, je dirais de façon correcte, régler ou aider à la situation humanitaire. Je reviens sur une partie que vous avez oubliée et dont la Belgique parle très très fort en ce moment. D'ailleurs, la ministre de l'Intérieur ne fait que l'évoquer. Ce sont les jeunes qui partent de Belgique au djihad. Justement, Habib, on parlait la semaine dernière et tu as été interpellé parce que tu disais il y a des terroristes qui se battent là-bas. Comment tu as vu cette situation et comment ça a été pris par la ministre de l'Intérieur, justement ? Écoute, la position de la ministre de l'Intérieur est claire et ça n'engage qu'elle, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce que je vois, c'est que ces jeunes sont de la plupart donc, des Belges d'origine maghrébine, pour la plupart, et sont séduits par un islamisme, entre guillemets, et qui croient qu'en allant se battre en Syrie, font ce qu'on appelle un genre de, pas de djihad, mais un genre de... Et il appelle le djihad. Hein. Oui, il appelle le djihad, donc un genre de conditions pour le respect de la religion. Ils sont totalement dans l'erreur, parce que d'abord leur vie est ici, elle n'est pas en Syrie. Ce sont des jeunes Belges, même s'ils sont d'origine maghrébine. Il faut le leur rappeler constamment. Voilà. C'est qu'il y a un malaise quand même. Mais ce n'est pas qu'en Belgique, hein, mais c'est vrai que c'est en Belgique aussi. Mais c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, de beaucoup de pays européens. Des jeunes de ces pays, qui ont la nationalité de ces pays, qui sont donc de jeunes européens, partent séduits pour aller faire du djihad, qu'ils soient endoctrinés ou pas. Je n'ai pas de preuves matérielles pour le dire. Toujours est-il qu'ils partent et que donc tout doit être fait, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, pour leur rappeler leurs conditions de jeunes Européens. Leur vie est ici. Bien sûr qu'ils ont de la solidarité avec ce qui se passe et quelque part notre inaction comme Européens, notre incapacité à avoir une action concrète pour tenter d'enrayer ce conflit, malgré tout nourrit aussi leur motivation à vouloir faire quelque chose. Alors ils se trompent évidemment, mais je pense que la passivité d'un conflit qui est un peu un conflit oublié aujourd'hui et qui pourtant continue de faire chaque jour des milliers de réfugiés et des centaines de morts, cette espèce d'oubli, de mise sur le côté, peut-être que l'Ukraine a pris le devant de la scène, pourtant il y a un lien justement parce que l'acteur Poutine là, est là au milieu à soutenir quelque part ou à jouer de sa force sur ces deux conflits, mais en étant peu actif sur ces questions, on nourrit quelque part aussi la motivation mauvaise, mais de ces jeunes à vouloir contribuer. Et enfin, on a fait à Bruxelles un truc très chouette, et c'était pas mal du tout au moment où il y a eu cette centaine de jeunes qui sont partis, il y a eu un collectif de jeunes qui se sont mis en place et qui ont fait autre chose pour la Syrie, et qui ensemble, avec des jeunes maghrébins de Bruxelles, ont travaillé sur d'abord, c'est quoi la Syrie, comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, l'humanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était passionnant, ils ont invité un tas de gens, ils ont discuté, ils ont appris énormément, donc il y a une façon de s'engager pour la Syrie de façon différente que il y a encore de l'espoir. Juste une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a de gros sous pour ces jeunes-là. Il ne faut pas l'oublier.
Parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent peut-être probablement pour le djihad de manière idéologique, mais il y en a d'autres qui s'engagent pour de l'argent. Alors pour nos téléspectateurs, je rappellerai cette histoire quand même qui a perturbé Anvers. Donc c'était Sharia for Belgium. Sharia for Belgium, c'était un groupe de jeunes d'origine maghrébine qui prenaient, d'abord ils parlaient en néerlandais, d'abord ils ne voulaient pas parler en français, qui prenaient donc que la Belgique devait devenir un régime, un khalifa, et qui était prêt presque à partir en politique. Alors on a vu au cours des différentes interpellations qu'il y a eu que ce groupe-là est passé en justice. On est arrivé même au niveau du gouvernement à demander si on ne devait pas retirer la nationalité à ces jeunes maghrébins. Et on a appris il n'y a pas longtemps qu'un des membres a été justement tué au djihad en Syrie. Ceci pour dire que ce que tu disais sur les aéroports, il a été prouvé que toute la jeunesse européenne qui se dirigeait vers la Turquie, même qui n'était pas, je veux dire, majeure, passait facilement. Ouais. Alors qu'inversement, on va parler justement de votre compétence aussi par rapport à l'Iran. Venons-en, les réfugiés qui viennent d'Iran, on a cité, je vous donne le cas, avant de parler de l'Iran plus généralement, mais je veux dire de ces réfugiés-là, quand ils arrivaient en Turquie, ils avaient l'impression qu'ils étaient arrivés en Europe. On sait très bien que la Turquie n'est pas encore dans l'espace européen, et c'est encore un grand conflit. Mais il y a une image qui m'avait choqué, et ça, je voudrais que vous réagissiez en tant qu'Européenne. Les réfugiés s'embarquaient pour traverser entre la Turquie et la Grèce. Arrivés au milieu entre les deux frontières, quand ils étaient arraisonnés par les douaniers grecs, et ceci on va confirmer quand même par rapport aux images qui ont été diffusées, les Grecs leur enlevaient le moteur et les raccompagnaient dans les eaux turques et on leur disait « rentrez chez vous ». Sans moteur, à la rame. Sans moteur. Ouais. C'est absurde. C'est absurde. Et donc là, on est dans la stratégie de l'Union européenne poussée à son paroxysme, parce que voilà, renvoyer un bateau sans moteur, c'est un non-sens. Et c'est éventuellement mettre des gens en danger d'ailleurs, parce qu'un bateau sans moteur en mer, bon, voilà. Mais donc, c'est le paroxysme de la situation européenne qui est, nous construisons tous les outils et tous les instruments que nous donnons, surtout aux pays proches de la Méditerranée ou du lien avec la Turquie, nous leur donnons tous les moyens, par Frontex, par les systèmes de surveillance de l'espace maritime, pour empêcher l'entrée et refouler. Le but est refouler. Eurosur, c'est pour refouler. C'est pas pour garantir la sécurité des migrants en mer, c'est pour les refouler. Et donc là, il y a une vraie question derrière ça. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement que tous ces bateaux arrivent tous chez nous et que simplement on crée une grande colonie de vacances. C'est pas du tout ça. Mais je pense que cette stratégie qui vise exclusivement à refouler est une stratégie vouée à l'échec, non seulement pour la vie des gens qui est mise en danger, mais aussi structurellement, elle n'a aucun sens. Nous savons très bien qu'à l'échelon européen, nous aurons besoin de migrants à un moment donné, nos populations sont vieillissantes, alors organisons ces migrations de façon légale, de façon ouverte, de façon légale et pas en repoussant et puis en poussant les gens à prendre des risques complètement fous. Donc on aura besoin de migrants, mais on aura aussi besoin d'argent. Alors l'Iran est devenu fréquentable. Habib. Oui, donc depuis l'avènement de M. Rouhani, il semble que les Occidentaux, de manière générale, ou bien le discours peut-être du président iranien a changé la donne. Moi, ça m'étonne beaucoup qu'un président, en l'espace de quelques jours, puisse changer la donne. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a un dégel entre l'Iran et les pays occidentaux. Vous faites partie de la commission, de la délégation donc Union européenne-Iran. Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu réellement une évolution dans les échanges entre les Européens et les Iraniens? Alors d'abord, sur le terrain, moi je suis allé à Téhéran, je n'étais que à Téhéran pendant 8 jours. Sur le terrain, rien n'a changé. La situation est la même, les gens ont beaucoup d'espoir et d'attente de ce nouveau régime, du régime Rouhani, mais rien n'a vraiment changé. Politiquement, si je peux dire, oui, c'est vrai, je pense qu'il y a, fin ou pas fin, mais il y a en tout cas un début d'ouverture parce que l'Iran veut revenir, un peu d'ailleurs comme la Russie, veut revenir sur la scène internationale, veut surtout sortir des sanctions, parce que les sanctions ont fait beaucoup de mal à l'économie iranienne, et rappelons-nous quand même que c'est un grand pays qui est extrêmement important, à la fois économiquement et stratégiquement, par sa position aux frontières avec l'Afghanistan, entre autres. Et donc, ce pays voulant revenir un peu dans le concert des nations, il y a eu la discussion sur le nucléaire iranien, bien sûr, et il y a eu là un premier accord
sur une logique d'empêcher que l'Iran se dote d'armes atomiques. Et donc, fort de cet accord, M. Rouhani et ses alliés, mais soyons attentifs qu'ils ne forment pas une grande majorité, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et il a énormément d'opposants. Et donc, quel est notre choix, nous les Européens? Est-ce que c'est d'être du côté des plus fous encore, si je peux dire, ou des plus extrémistes de l'époque d'Ahmadinejad, ou c'est d'être, même si nous ne sommes pas naïfs, sur la ligne où on essaie de donner de l'espace à ceux qui veulent faire bouger M. Rouhani dans le bon sens, enfin dans le sens que nous pensons. C'est là que moi je me trouve. Pour le reste, je pense qu'il faut être très très attentif. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent absolument pas en Iran. La peine de mort y est toujours appliquée de façon absolument scandaleuse. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en route en discussion avec eux. Eh bien, nous suivrons parce que la Belgique a quand même envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, en prospection, et il va y avoir une mission économique. Donc on va suivre, parce qu'après l'Arabie Saoudite... Oui, soyons attentifs d'ailleurs, parce que je n'ai rien contre le commerce, mais je ne voudrais pas non plus que, alors qu'on est à peine seulement en train d'engager un début de dialogue sur quelque chose, se précipiter déjà avec des missions économiques, parce qu'en fait le but c'est avant tout de faire des affaires. Bien sûr, je trouve que voilà, il y a quand même là quelques petits problèmes. Alors pour rappel, bien sûr, un reportage aussi sur l'Iran qu'on vous enverra en lien pour regarder, c'est la communauté juive justement à Téhéran, qui est très très bien acceptée et qui est justement dans un pays où on dit totalement contre. Ouais. C'est un pays plein de paradoxes. Et donc moi j'ai rencontré les gens de la communauté juive, j'ai rencontré les gens des différentes communautés religieuses. C'est un pays plein de paradoxes, l'Iran. C'est un pays à la fois magnifique, c'est un pays incroyable de complexité, et ça n'est pas une dictature bête et méchante, même s'il s'y passe des choses qui sont très condamnables. C'est un pays très particulier où on peut trouver tout, je ne vais pas dire tout et son contraire, mais à la fois une grande sophistication, une grande ouverture, des gens extrêmement ouverts et très sympathiques et très, enfin, je veux dire, avec lesquels on a envie d'entrer en contact, et en même temps, on trouve aussi le contraire. Alors, il faut rappeler aussi que le Parlement iranien a toujours réservé un siège pour la communauté juive dans son institution. Et d'ailleurs, lors de pas seulement pour les juifs, il y a aussi des zoroastristes, il y a une série de groupes religieux qui ont des... Pour les petites communautés, je dirais. Et d'ailleurs, il faut rappeler que lorsque M. Rouhani s'est déplacé à New York, il s'est déplacé avec les petites communautés, dont le parlementaire. Voilà. De la communauté juive, dont nous sommes aussi des cousins, puisque nous sommes tous des enfants d'Abraham pour nous. On passe à Israël, par contre, c'est justement une de vos compétences au niveau européen. On ne voudrait pas rentrer dans tout le débat, mais vous donner un sujet. SodaStream, une compagnie qui se trouve dans le territoire occupé, a subi dernièrement, lors de la plus grande manifestation aux États-Unis, une pression de Coca-Cola et de Pepsi qui voulait un petit peu discréditer le spot publicitaire d'une grande actrice en disant « Nous sommes pour les produits israéliens », et d'ailleurs l'Europe a un accord par rapport avec Israël des échanges économiques, mais les produits qui viennent des territoires occupés, nous voulons qu'il y ait une discussion. Au niveau européen, où en sommes-nous ? Mais ça a plutôt avancé, et c'est bien, puisqu'il y a eu ces guidelines que la Commission européenne a publiées, et c'est important de marquer pour une fois, c'est l'aboutissement d'un très long processus, que là-dessus, on ne transige pas. Les choses qui sont produites dans des territoires occupés illégalement, aux yeux de toutes les conventions internationales et des Nations Unies, ne peuvent pas être considérées comme des produits israéliens, et les Israéliens ne peuvent pas exploiter, si je peux dire, que ce soit du sol, du sous-sol, de l'activité économique, et vendre des produits qu'ils produisent dans des zones qui ne leur appartiennent pas et qu'ils occupent illégalement. Je pense que c'est important, et donc moi, je crois que là, on a enfin, pour une fois, l'Union européenne a donné un signal juste. Il n'est pas suffisant, mais il est en tout cas, je pense, extrêmement précieux de donner ce signal-là. Non, on n'accepte pas la question des produits des colonies. Continuons donc, on parlait de votre groupe. Est-ce que vous pouvez parler justement des Verts et aussi du groupe Spinelli ? Alors, les Verts sont le 4e groupe du Parlement européen. Ils partent en campagne, comme tous les autres groupes politiques, là, dès maintenant, pour les prochaines élections au Parlement européen, avec en chef de file, si je peux dire, José Bové Ska Keller, un Français expérimenté, militant de la terre et militant écologiste, et une jeune Allemande très militante sur la question des droits de l'homme. Donc, je trouve ça un très beau couple, entre guillemets, même s'ils ne vont pas être présidents de la Commission à deux. D'ailleurs, je ne pense pas que les Verts auront la présidence de la Commission. Mais par contre, faire campagne, oui, évidemment, sur notre
notre projet écologiste, mais aussi sur notre projet pour lier, je dirais, les solutions de sortie de crise et de crise économique aux sorties de crise écologique. Parce que s'il y a bien il y a des problèmes de dette, il y a aussi des problèmes de dette sociale et de dette écologique qui sont gravissimes, en particulier d'ailleurs dans les pays d'Afrique et même chez nous. Donc voilà, on part en campagne, on est enthousiaste. Et on le groupe Spinelli, puisqu'il y a M. Verhofstadt aussi qui se présente. Et le groupe Spinelli, qui est un groupe qui traverse, je dirais, différentes familles politiques. Ce n'est pas un groupe qui appartient au Vert, puisque justement on l'a fondé entre autres avec Verhofstadt. Et donc là, c'est un groupe qui vise à faire avancer, enfin en clair, qui vise à dire, écoutez, arrêtons d'être honteux d'être européens. L'Europe, c'est un beau projet. Il y a des politiques européennes qui ne fonctionnent pas, ça c'est vrai, mais on a besoin aujourd'hui, comme tous les problèmes s'internationalisent ou s'européanisent, c'est pas en se racrapotant sur des solutions nationales avec du populisme et du nationalisme qu'on va avancer. Donc nous, on est des fédéralistes convaincus et on travaille sur une série de sujets, pas seulement sur la tuyauterie, mais aussi sur les sujets. Ça me permet de faire la transition avec, excusez-moi Madame Durand, de faire la transition avec la visite de M. Obama ici à Bruxelles à partir d'aujourd'hui et donc la rencontre demain avec M. Van Rompuy et M. Barroso. Alors croyez-vous qu'ils vont, entre les États-Unis et l'Union européenne, est-ce qu'ils vont pouvoir avancer dans les négociations transatlantiques? Et surtout la question, puisque l'année dernière, les révélations concernant la NSI ont été un peu troublées. Franchement, moi est-ce que, en tant que parlementaire qui mettait en avant le respect donc, de la vie privée du citoyen, qu'est-ce que vous dites sur Écoutez, d'abord, j'ai trouvé complètement anormal que quand on a appris ces choses, même si on le savait plus ou moins, mais enfin, quand ça devenait officiel qu'il y avait des écoutes, qu'on ne dise pas à ce moment-là, on suspend tout, on arrête toutes les négociations jusqu'à... Non, là, l'Union européenne, on continue, M. Van Rompuy, M. Barroso et M. De Gucht, le commissaire belge, continuent la négociation avec les États-Unis. Ça, c'est quand même incroyable. Deuxièmement, cet accord, moi, je ne suis pas contre le commerce avec les États-Unis, au contraire, mais pas dans ces conditions-là. Pas dans des conditions où nous apprêterions à ouvrir tous nos marchés, à détricoter toutes nos règles pour l'intérêt des compagnies américaines. Mais on est fous. De l'autre côté, eux, justement, protègent leur marché. Donc je pense qu'on doit revenir à une négociation plus raisonnable et surtout à une négociation plus transparente. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y a vraiment sur la table et ça ne va pas. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, je vous prie de me suivre les reportages qui vont suivre. On va parler de la marche. On va parler des événements de l'Europe cette semaine, M. Hollande, M. Obama. Et Madame Isabelle Durand, merci d'être venue donc, sur ce plateau. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, l'année prochaine? L'année prochaine, vraisemblablement, je serai, j'espère, au Parlement bruxellois. Je ne serai plus au Parlement européen, mais qui se rassure, les questions européennes continuent de me nourrir énormément. Et en fait, Bruxelles n'est jamais que le miroir de l'Europe. Et je sais de tous les côtés qu'il faut construire l'Europe, ce n'est pas seulement au Parlement européen. Donc rendez-vous dans d'autres enceintes dans quelques mois. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce programme. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi sur Beurre TV à 18h30. Et nous proposons aussi de nous suivre bientôt sur Arabelle FM, la jeune radio bruxelloise. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir.